Bon, et ben on est le 31 octobre et oh putain, on est le 31 octobre. Du coup, je suppose que vous êtes là pour un épisode spécial. Ah, ça tombe bien parce qu'il y a pas mal d'histoires glauques ou étranges qui traînent dans l'histoire humaine. Alors, entre malédictions, expériences scientifiques inhumaines et fantômes, bienvenue pour cet épisode de La Folle Histoire spécial Halloween. Et garanti comme promis, sans screamer. De 1957 à 1977, l'écrivain Maurice Druon va dans ses œuvres Les Rois Maudits nous raconter le bordel monstre dans le royaume de France entre 1314 et 1356. Après la mort de Philippe le Bel en 1314, plusieurs rois vont se succéder. Mais avant d'entrer dans les détails troublants, il faut qu'on revienne un peu en arrière pour comprendre pourquoi ces œuvres s'appellent Les Rois Maudits. France, début du XIVe siècle. L'ordre du Temple, plus connu sous le nom de Templiers, a une influence considérable dans tout le royaume de France et surtout auprès du pape. Cet ordre religieux de chevaliers, fondé depuis déjà 200 ans, après leur retour de croisade et la chute de Saint Jean d'Acre et donc la perte de la Terre Sainte, cet ordre devient en quelque sorte une immense banque, puisque c'est eux qui gardent les richesses du royaume. Alors oui, je sais, c'est de là que part la légende du trésor des Templiers, mais on parle pas de ça. Le roi de l'époque, Philippe IV le Bel, et pas trop dans le délire de confier tout son argent à cet ordre qui prend de plus en plus de place. Faut savoir également qu'à l'époque, le roi de France et la papauté sont pas vraiment copains-copains, mais ça ne va pas les empêcher de bien s'entendre sur l'épineuse question de l'ordre du Temple. En effet, le pape de l'époque, Clément V, commence lui aussi à en avoir un peu marre qu'un ordre s'enrichisse autant. Surtout que depuis leur échec pendant la dernière croisade, ils sont moins appréciés. Alors là, je vous la fais un peu courte par manque de temps, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que Fifi et le pape vont s'allier pour faire disparaître les Templiers. En 1310, 54 Templiers sont conduits sur le bûcher. En 1312, l'ordre du Temple est interdit. Et en 1314, à Paris, le grand maître de l'ordre du Temple, Jacques de Molay, est brûlé vif sur place publique devant le roi et le pape. Et pendant que lui et quelques-uns de ses acolytes brûlent, il a le temps de s'adresser à ceux qui l'ont trahi et envoyé sur le bûcher. Alors il aurait dit beaucoup de choses sur le bûcher, mais seulement une phrase ici m'intéresse. Pape Clément, entends-moi. Avant que l'année ne soit écoulée, tu répondras de tes crimes devant le Seigneur Tout-Puissant. Et toi, roi Philippe, même le plus abominable des châtiments ne saurait effacer les maux que tu as infligés au Temple. Je vous maudis. Soyez maudits jusqu'à la 13e génération de votre sang. Soyez tous damnés. Pas très sympa, mais vu qu'il était en train de cramer, ça se comprend. Et c'est là que commencerait la malédiction de Jacques de Molay. Et franchement, vous allez voir que ça donne envie d'y croire. Moins d'un an après, le 20 avril 1314, le pape Clément V meurt. Le 29 novembre de la même année, Philippe le Bel meurt d'une chute à cheval. Son fils, Louis X, prend sa succession mais meurt lui aussi en 1316 d'une fièvre à seulement 26 ans. Mais ouf, Louis X a eu le temps d'avoir un fils, Jean, et il détient 2 records. Le premier est d'être le premier roi de France à être né dès sa naissance. Et le second record qu'il détient est un peu plus macabre puisqu'il a aussi le règne le plus court de l'histoire. Puisqu'en effet, Jean va mourir au bout de 5 jours. On va alors chercher un autre potentiel successeur, Philippe V, mais il meurt lui aussi. Du coup, on remonte à Philippe le Bel et on va chercher son dernier fils, Charles IV. Et il meurt lui aussi au bout de 6 ans de règne, à seulement 36 ans en 1326. Et du coup, c'est la fin de la dynastie des Capétiens qui laissera place aux Valois, comme l'avait prédit de Molay. Parce que ouais, si on résume, en 14 ans, un pape, un roi et tous ses descendants sont morts, mettant ainsi fin à l'une des dynasties les plus puissantes et respectées de toute l'Europe. Alors est-ce que Jacques de Molay a lancé une terrible malédiction qui s'est avérée vraie? Eh non. En fait, il a même probablement jamais dit ça sur le bûcher. Et pour ça, on va retourner voir Colette Beaune, cette historienne spécialiste du Moyen-Âge dont on avait déjà parlé lors de la vidéo sur Jeanne d'Arc. Selon elle, la légende est née après la fin des Capétiens. Parce que comme on l'a souvent vu sur cette chaîne, l'homme aime bien s'inventer des histoires mystérieuses et des légendes quand ça l'arrange. Et là c'est encore le cas, parce qu'il a bien fallu justifier le fait qu'en 14 ans, l'une des dynasties les plus puissantes disparaisse, plongeant ainsi la France dans la guerre de 100 ans.
Les propos qu'aurait tenus De Molay sur le bûcher viendraient d'un certain Paolo Emilio, un historiographe italien du XVIe siècle qui a rédigé plusieurs livres en latin sur l'histoire de France, et c'est lui qui aurait inventé les propos de Molay sur le bûcher. Et récemment, bien évidemment, c'est la fameuse saga littéraire Les Rois Maudits qui a popularisé cette légende. Du coup, histoire suivante. Pour celle-ci, on part à Washington, aux États-Unis de l'Amérique, plus particulièrement à la Maison-Blanche. Pourquoi ? Eh bien, le 15 avril 1865, le 16e président américain Abraham Lincoln, que l'on connaît pour son rôle dans la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage, est assassiné au théâtre Ford de Washington par un sudiste du nom de John Wilkes Booth. Il s'introduit dans le théâtre et arrive à la loge présidentielle et tire une balle sur Lincoln et le touche à la nuque. La balle atteint le cerveau et malgré les efforts des médecins, il décède le lendemain matin. Et il paraît que depuis son esprit hante la Maison-Blanche. En effet, en 1950, des travaux de grande ampleur sont menés à la Maison-Blanche et cette photo sera prise. On y distingue une forme translucide à l'inverse des ouvriers sur le côté et sa tenue ressemble fort à un manteau que portait Lincoln. Et fait encore plus étrange, le lieu où se situe cette silhouette se trouve exactement là où se trouve en temps normal la chambre d'Abraham Lincoln. La veuve de Lincoln est prise en photo quelque temps après la mort de son mari. Et voici le résultat. Et les témoins qui auraient aperçu le fantôme de Lincoln à la Maison-Blanche sont nombreux. La reine Wilhelmine des Pays-Bas aurait vu Lincoln en 1942 en ouvrant une porte et se serait évanouie. La première dame, Grace Coolidge, ou encore le président Roosevelt rapporte aussi avoir vu le bon vieux Abraham déambuler dans les couloirs de la Maison-Blanche. Et même Churchill aurait fait une étrange rencontre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Churchill, en visite, est logé justement dans la chambre de Lincoln. En sortant de son bain, nu, il allume un cigare quand tout à coup il voit Lincoln devant la cheminée. La légende veut que Churchill ait prononcé ces mots. « Bonsoir, Monsieur le Président. Vous me surprenez alors que je ne suis pas vraiment à mon avantage. » Lincoln se serait alors tourné vers lui et aurait esquissé un léger sourire avant de disparaître. Alors même si ça donne vachement envie d'y croire, vous allez voir que beaucoup d'éléments ne tiennent pas vraiment la route. Déjà, on va mettre de côté tous les prétendus témoignages, parce que dans des cas paranormaux, les témoignages, ça a souvent pas grande valeur. La première photo que je vous ai montrée, la voici en entier. Oui, il y a d'autres silhouettes floues. Tout simplement car le photographe a très probablement pris la photo en pose longue. C'est-à-dire qu'il a laissé son capteur ouvert beaucoup plus longtemps que la normale pour laisser entrer le plus de lumière dans l'appareil. Donc forcément, dès qu'on bouge, ça devient flou. Et j'ai lu pas mal de contradictions, comme quoi c'est idiot d'utiliser la pose longue en plein jour. Alors oui, effectivement, sauf que visiblement la scène est totalement recouverte d'une sorte de toit métallique. Donc même en plein jour, le chantier devait être assez sombre. Et pour la photo de la femme de Lincoln, où on voit le fantôme de son défunt mari, la photo a été prise par un certain William Mumler, un photographe spirit, donc spécialiste de la photo de fantômes. Même si la plupart de l'époque étaient truquées, et celle-ci ne déroge pas à la règle puisque ce photographe était connu pour truquer ses photos. Du coup, au suivant. Cette fois, pas de paranormal ou de malédiction, juste des faits bien réels qui ont été gardés pendant très longtemps sous silence. Et comme vous allez voir que c'est particulièrement gore et horrible, désolé, mais pour cette fois, je vais devoir censurer les photos. Nous sommes donc en Chine en 1932, dans la région de Nankin, envahi par les Japonais quelque temps auparavant. C'est là que l'on décide de fonder l'unité 731, un groupe de recherche scientifique ayant pour but de créer les armes bactériologiques de demain pour l'armée japonaise. Et bien évidemment, pour toute expérience, il faut des cobayes. Et à ce moment-là, les prisonniers, mais aussi les civils, ne manquent pas. C'est alors que va avoir lieu des actes de cruauté les plus inhumains que l'on puisse imaginer. Toutes les équipes de recherche étaient dirigées par un certain Shiro Ichi, que l'on surnomme d'ailleurs aujourd'hui le docteur Mengele japonais. Mais même sans vouloir faire une échelle dans l'horreur, je pense qu'il était quand même bien pire. Pour mener à bien leurs recherches, ils vont faire de nombreuses expériences pour tester les résistances du corps humain. C'est ainsi qu'ils vont sur des hommes, des femmes et des enfants les faire bouillir vivants, les brûler vivants au lance-flammes, les congeler vivants, des transfusions de sang de chevaux mais aussi de l'eau de mer, allez savoir pourquoi, électrocutés, conduits dans des centrifugeuses géantes, exposés aux rayons X pendant de longues durées, déshydratés pour les momifier vivants. Bref, c'est plus de 10 000 personnes qui vont mourir dans ce camp et environ 500 000 personnes qui seront touchées par ces expériences. On fait surtout des recherches sur des maladies comme le choléra ou la peste, puisque leur idée principale était justement de charger des bombes avec ces maladies. Ah oui, les Allemands avaient leur V2, les Américains la bombe atomique,
Et les Japonais aussi développaient leurs super armes. Mais heureusement, la guerre s'achève en 1945, mettant ainsi un terme aux recherches des Japonais. Cependant, il faudra attendre les années 80 pour que l'existence du camp soit révélée. Parce que lorsque les Américains remportent la guerre contre les Japonais, ils ont connaissance de l'existence de ce camp et des horreurs qui s'y sont produites. Mais comme qui dit fin de la Seconde Guerre mondiale dit aussi début de la guerre froide, les Américains, au lieu de révéler au monde ces atrocités, vont décider de le garder sous silence et de conserver tous les résultats de ces 13 ans de recherche. Donc ce qui veut dire que les Américains ne refusaient pas l'idée qu'un jour qu'ils puissent balancer une arme bactériologique sur leurs ennemis. Mais avec la fin de la guerre froide, beaucoup des dossiers concernant ce projet ont été déclassifiés. Et sûrement pour moi l'un des faits les plus horribles avec cette histoire, ce n'est pas toutes ces expériences, mais c'est plutôt que la plupart des responsables de ce camp et de ce projet, aucun n'a été condamné. Cette sorte d'histoire pas très connue de guerre entre le Japon et la Chine et la Seconde Guerre mondiale va quand même inspirer beaucoup d'œuvres horrifiques. Et encore une fois, ça prouve que pas besoin d'inventer des histoires de légendes, de malédictions ou de fantômes, quand on peut se retrouver devant l'horreur, la vraie cette fois, celle de l'homme. Merci d'avoir regardé cet épisode spécial Halloween. Je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres épisodes de la folle histoire, plus joyeux j'espère. Ou pas. Et du coup, pensez au like, à Utip, à vous abonner, allez me suivre sur Twitter et Instagram. Et moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Putain, la lumière!